Bonjour. Et si on regardait ensemble ce qui se passe vraiment sous le capot de la démocratie belge? On va s'appuyer sur des analyses très sérieuses pour essayer de comprendre qui, au fond, tire les ficelles du pouvoir. C'est une question absolument fascinante, alors c'est parti. On commence très fort avec cette phrase. Elle vient du CRISP, un centre de recherche super respecté en Belgique. Et elle dit en gros que les décisions qui comptent vraiment, eh bien ce n'est pas au Parlement qu'elles se prennent, mais dans les bureaux des chefs de parti. Ça pose d'emblée la question centrale. Qui a vraiment les commandes en Belgique? Le Parlement ou d'autres personnes qui agissent un peu plus dans l'ombre? Bon, pour comprendre comment le jeu est censé se jouer, la base, c'est de lire les règles officielles. En Belgique, le grand livre des règles, c'est la Constitution. Elle date de 1831. Voyons un peu ce qu'elle nous promet. On tombe tout de suite sur l'article 33. C'est la promesse de base de tout le système. Le pouvoir vient de la nation, donc du peuple, et ce sont les représentants élus par ce peuple qui l'exercent. Sur le papier, c'est simple, c'est clair, c'est limpide. Et l'article 42, lui, enfonce le clou. Il nous dit que les élus sont complètement libres. Ils représentent toute la nation, pas juste les gens qui ont voté pour eux. Et surtout, il leur est formellement interdit de recevoir des ordres. C'est ce qu'on appelle l'interdiction du mandat impératif. Pour le dire simplement, personne, et surtout pas leur propre parti, n'a le droit de leur dicter leur vote. C'est un point absolument crucial, gardons-le bien en tête. Une belle promesse de liberté, hein. La grande question, c'est est-ce que dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça? Ce qu'on va voir maintenant est assez spectaculaire. Regardez bien ce chiffre. 99,73%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le taux de discipline de vote au Parlement belge. Autrement dit, dans quasiment 100% des cas, les députés de la majorité votent exactement comme leur parti le leur demande. On est à des années-lumière de l'élu libre et indépendant promis par la Constitution. Le fossé est abyssal. Voilà donc le grand écart. D'un côté, on a la théorie, la belle promesse de 150 représentants libres, et de l'autre, la réalité, les chiffres, qui nous montrent une discipline de vote presque militaire. Alors, comment c'est possible? C'est ce bug dans le système qu'on va maintenant essayer de décortiquer. Alors, si les députés ne sont que les joueurs sur le terrain, qui sont les vrais chefs du jeu? Qui sont ceux qui définissent la stratégie et qui donnent les instructions? Toutes les analyses qu'on a consultées pointent dans la même direction, les présidents de parti. Ce système porte un nom, c'est la particratie. Comme on le voit ici, c'est un régime où le vrai pouvoir a glissé. Il est passé des institutions officielles comme le Parlement aux mains des partis politiques. Alors comment est-ce que ces chefs de jeu font pour contrôler toute la partie? En fait, ils ont une boîte à outils super efficace. D'abord, ce sont eux qui décident qui a le droit d'être sur les listes électorales. Autant dire qu'ils choisissent qui peut jouer. Ensuite, ils contrôlent l'argent. Ce sont aussi eux qui écrivent l'accord de gouvernement, un peu le scénario pour les années à venir. Et si jamais un député ose sortir du rang, la sanction est immédiate et c'est souvent la fin de sa carrière. Et puis, la cerise sur le gâteau, ils distribuent des milliers de postes très intéressants. C'est un système de contrôle quasi parfait. Parmi tous ces outils, il y en a un qui est si puissant qu'il mérite qu'on s'y arrête un instant. C'est l'argent. Et plus particulièrement, l'argent public qui coule à flot dans les caisses des partis. Accrochez-vous bien, 108,7 millions d'euros. C'est ce que les partis politiques belges reçoivent chaque année. C'est une somme absolument colossale qui leur donne une indépendance énorme, mais pas vis-à-vis de l'État. C'est une indépendance vis-à-vis des citoyens. Et quand on regarde d'où vient tout cet argent, c'est encore plus parlant. 77%, plus des 3/4, ça vient directement des caisses de l'État. Les experts appellent ça un parti cartel. Pour le dire simplement, les partis deviennent moins des représentants des citoyens et plus des sortes de services publics qui dépendent de l'État pour exister. Pour mettre ça en perspective, regardons nos voisins. Si on compare par habitant, la Belgique finance ses partis politiques 2 fois plus que l'Allemagne et 4 fois plus que les Pays-Bas. Ce n'est pas un petit détail, le système belge est vraiment une exception en Europe. Ok, on a vu les règles du jeu, les chefs du jeu, leurs outils de contrôle, mais concrètement, au quotidien, quel est l'impact de ce système sur l'état de droit et sur nos libertés? Eh bien, les conséquences sont lourdes, très lourdes. Le Parlement, au lieu d'être un lieu de débat, devient une simple chambre d'enterrement qui valide des décisions prises ailleurs. Des décisions de justice sont tout simplement ignorées. La Convention européenne des droits de l'homme est régulièrement violée. Quand l'intérêt du parti passe avant la loi, c'est tout l'édifice de l'état de droit qui commence à se fissurer. Et pour illustrer ça, un dernier chiffre choc. Plus de 10 000. C'est le nombre de décisions de justice contre l'État qui ne sont pas appliquées. Ce n'est pas un accident, c'est un phénomène de masse. Quand la justice parle, mais que le pouvoir politique choisit de ne pas écouter, on a un vrai problème.
On arrive au terme de cette plongée. On a vu le fossé immense entre la promesse d'une démocratie avec des élus libres et la réalité d'un pouvoir hyper concentré dans les mains de quelques chefs de parti. Tout ça nous amène à une dernière question, une question qui peut faire un peu mal. Et la voici, cette question. Quand le décalage entre ce qui est écrit et ce qui se passe vraiment devient si grand, à quel moment un régime cesse-t-il d'être une démocratie ? C'est sur cette interrogation que l'on va se quitter, une question qui, au vu de tout ce qu'on a vu ensemble, mérite vraiment, vraiment d'être posée. Aujourd'hui, on se penche sur un cas vraiment fascinant, la Belgique. On va mener une sorte d'enquête, si on veut, pour comprendre le grand paradoxe de sa démocratie. C'est un système qui, sur papier, a l'air super sophistiqué, mais qui, dans les faits, est profondément dysfonctionnel. Alors, voici comment on va procéder pour notre analyse. On va commencer par cerner le malaise démocratique. Ensuite, on identifiera un premier coupable, la particratie. Après ça, on va se perdre un peu dans le labyrinthe institutionnel, découvrir une arme secrète, le soft power, et finalement, on posera un diagnostic et on regardera les pistes d'avenir. Première étape de notre enquête, on s'intéresse à l'ambiance générale. Il faut savoir qu'il y a un sentiment de mécontentement, un ras-le-bol assez palpable qui traverse toute la société belge. Et ce sentiment-là, il est bien résumé par l'expression du citoyen pigeon. C'est pas juste une impression, hein? L'analyse de DocTech le dit, ça repose sur une réalité objective. En gros, les gens ont l'impression de payer le maximum d'impôts pour avoir le minimum d'influence sur les décisions politiques. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Et cette frustration, mais elle a des conséquences bien réelles, bien visibles. On observe la montée des partis qu'on dit anti-système, autant à l'extrême gauche avec le PTB qu'à l'extrême droite avec le Vlaams-Belang. C'est pas un hasard, là. C'est le symptôme le plus clair de ce système qui semble bloqué, de ce malaise profond. OK, alors on a identifié le symptôme. Mais d'où vient le problème? Ce n'est pas juste un concours de circonstances. Notre enquête, elle, pointe vers un coupable principal, une cause qui est vraiment au cœur du système. Et ce coupable, il a un nom, la particratie. C'est un mot super important pour comprendre la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que le vrai pouvoir n'est plus dans les parlements élus. Non, il a glissé vers les quartiers généraux des partis politiques, entre les mains de leurs présidents. C'est comme si la salle de contrôle de la démocratie était maintenant cachée à double tour. Et regardez comment ça fonctionne. C'est une boucle, un cercle vicieux quasi parfait. D'abord, le président du parti décide qui est sur la liste électorale. Ensuite, le député qui est élu, il doit son siège au parti, pas tant aux électeurs. Résultat, il va voter en suivant la ligne stricte du parti. Et en échange de cette loyauté, le parti lui donne des postes, des positions. C'est un système qui s'auto-alimente et qui coupe complètement le politicien de sa base électorale. Mais attention, cette particratie, elle n'existe pas toute seule dans son coin. Elle s'épanouit, elle prospère même dans un environnement bien particulier, la structure de l'État belge elle-même, qui est un véritable labyrinthe. Pour se donner une idée de la complexité, regardons juste ces chiffres. 584,6 millions d'euros. C'est ce que ça coûte chaque année pour faire rouler la machine. Une machine qui compte, tenez-vous bien, 6 gouvernements, 6 parlements et 46 ministres, pour un pays d'à peine 11,8 millions de personnes. C'est énorme. Ça donne vraiment le vertige quand on y pense. Et ce labyrinthe, il a plusieurs étages, si on veut. On a un fédéralisme asymétrique qui crée de l'instabilité financière. Il n'y a pas de circonscription fédérale, ce qui attise la polarisation linguistique. On a aussi les restes de ce qu'on appelait la pilarisation, une division de la société qui mène au clientélisme. Mettez tout ça ensemble et vous avez une complexité qui explique pourquoi la Belgique bat des records pour former un gouvernement. Ce qui devait être une machine à compromis est devenu une machine à blocage. Alors, on a la particratie, on a le labyrinthe institutionnel, mais comment les partis font-ils pour garder le contrôle dans tout ça? Ça nous amène à une autre pièce maîtresse de notre dossier, leur arme secrète. Une méthode pour garder le pouvoir sans avoir l'âge de forcer les choses. Et cette arme, c'est le soft power, ou le pouvoir d'influence. Normalement, on parle de ça pour les relations entre pays, la diplomatie, la culture. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment c'est utilisé à l'intérieur même du pays. Ce n'est pas de la coercion, pas de la force brute, c'est beaucoup plus subtil. C'est de l'influence, de l'attraction. Et la boîte à outils des partis est bien remplie. Ça va des nominations politiques dans les conseils d'administration des grandes entreprises publiques, comme la compagnie de train ou la Poste, à une influence sur les médias publics ou même le système judiciaire. Et bien sûr, la distribution de jobs dans l'administration. Tout ça, ça tisse une toile d'influence partout dans la société.
C'est une manière discrète, mais terriblement efficace de s'assurer des loyautés. Ce commentaire d'un internaute Wi-Fi sur YouTube illustre ça à la perfection. À la SNCB ou chez Bipost ou même dans les théâtres et les médias publics, tout est politisé. C'est exactement ça. Cette influence, elle est partout. Elle s'infiltre dans toutes les couches de la vie publique. Bon, on a rassemblé pas mal de preuves. La particratie, le labyrinthe institutionnel, le soft power. Alors au final, quel est le diagnostic qu'on peut poser sur la machine démocratique belge? Le diagnostic, c'est un immense paradoxe. Le système belge, avec toute sa complexité, a été créé à l'origine pour pacifier les tensions, pour forcer le consensus. Mais aujourd'hui, ce même système est la source de l'inertie, du blocage et même d'un certain déclin démocratique. Le remède d'hier est devenu le poison d'aujourd'hui. Mais, et c'est là que ça devient encore plus fascinant, la Belgique, c'est aussi un laboratoire pour la démocratie. C'est un des pays les plus en avance sur les expériences de démocratie délibérative, avec des assemblées citoyennes qui sont reconnues partout dans le monde. C'est une contradiction incroyable. Le pays est à la fois bloqué et hyper innovant. Le problème, c'est que ces superbes innovations, elles ne peuvent pas à elles seules remplacer une vraie réforme des structures de base. Alors, tous les éléments de l'enquête sont sur la table, ça nous laisse avec une grande question. Est-ce que la Belgique est un laboratoire de compromis qui va finir par trouver une solution, ou est-ce que c'est une démocratie en sursis dont le temps est compté? Autrement dit, est-ce que cette expérience politique unique au monde va réussir à se réformer elle-même avant que ses propres failles ne causent sa perte? Ben, en théorie, la constitution d'une démocratie, c'est sacré, hein? C'est un peu le grand livre des règlements. Ouais, le texte ultime, mettons. Exact. C'est écrit noir sur blanc que les politiciens qui sont élus, ben, ils sont 100% libres de voter selon leur propre conscience, sans recevoir d'ordre de personne. Ça, c'est la théorie, oui. C'est ça. Mais, tu sais, quand on se penche sur les données réelles d'un pays en particulier, on réalise que ces mêmes élus-là obéissent aux consignes de leur parti dans, attention, 99,73% des cas. C'est un chiffre qui frappe, c'est sûr. Ben, c'est pas une exagération, c'est une statistique bien réelle. Fait que comment est-ce qu'une démocratie moderne se transforme, genre secrètement, en un système où une poignée de chiffres tire absolument toutes les ficelles dans l'ombre? Ben, c'est tout le paradoxe fascinant qu'on retrouve au cœur du dossier sur lequel on se penche aujourd'hui. On va vraiment décortiquer comment les règles écrites sur parfois de paravent à une toute autre réalité, hein? Puis pour ça, on s'attaque à un ouvrage qui a du poids. Littéralement, c'est le Précis de droit institutionnel belge, dans son édition de 2026, rédigé par les chercheurs Yann et Claude. Ouais, un gros morceau. Vraiment un gros morceau. C'est un document qui s'appuie sur plus de 270 sources académiques, des données du CRISP, des analyses d'université, des jugements de tribunaux. Le but des auteurs là-dedans, c'est vraiment de contraster les nobles idéaux de la Belgique avec sa réalité politique brute. Exactement. Mais l'objectif qu'on s'est fixé pour notre analyse aujourd'hui, c'est de rendre tout ça tellement limpide qu'on pourrait, mettons, l'expliquer à une classe d'enfants de 7 ans. C'est un sacré défi de vulgarisation, surtout quand le matériel de base baigne dans le jargon du droit constitutionnel puis des mécanismes institutionnels super complexes. Fait que c'est pour ça qu'on va utiliser une métaphore tout au long de cette discussion, celle de la cour de récréation. Ah, j'aime ça. Tu sais, il suffit d'imaginer le système politique belge, non pas comme un gouvernement abstrait dans des vieux bâtiments gris, mais comme une immense cour d'école. Ouais. Une cour où un tout petit groupe d'élèves, qu'on va appeler les chefs de jeu, ben ils ont pris le contrôle total du seul ballon disponible. Puis ils dictent absolument tout ce qui s'y passe. C'est une super bonne image. Bon, décortiquons tout ça. Par quoi on commence pour comprendre l'écart entre les règles puis la réalité? Bien, il faut d'abord regarder le babillard de l'école. Dans cette cour-là, il y a un magnifique règlement encadré puis affiché bien en vue. C'est la Constitution de 1831. OK, le fameux grand livre des règles. Exact. Et dans ce document-là, il y a un principe fondamental, l'article 42. Cet article établit ce qu'on appelle l'interdiction du mandat impératif. Fait que, en termes simples pour les enfants, ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire qu'un député qui est élu par les citoyens ne représente pas juste son petit groupe ou son parti politique, il représente toute la nation. Ah, donc il est totalement libre. C'est ça. Personne, pas même le chef de son parti, ne peut légalement le forcer à voter d'une certaine manière. OK, donc techniquement, c'est l'illusion d'une liberté totale. Le règlement dit que tout le monde joue selon sa propre conscience. Exactement. Sauf que les auteurs du précis utilisent une méthode qu'ils appellent le correctif empirique. Oh, le correctif empirique. Ah ouais, en gros, ils regardent les vraies données sur le terrain.
Puis ces données-là détruisent complètement la théorie de l'article 42. C'est là qu'intervient la fameuse statistique du début. Exact. Le chercheur Frédéric Verleden a analysé plus de 13 000 votes à la Chambre des représentants. 13 000 votes, c'est pas rien. Non, c'est massif. Et le résultat montre une discipline de vote de 99,73 % sur les textes proposés par le gouvernement. Attends un peu, 99,73 %, Ouais. c'est un chiffre tellement élevé que ça en vient absurde. Mais, tu sais, juste pour faire l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait pas simplement dire que s'ils sont dans le même parti, ben c'est parce qu'ils partagent les mêmes idées? C'est un argument classique, oui. Genre, c'est normal d'être d'accord avec sa propre équipe, non? Pourquoi ça devrait forcément être de l'obéissance forcée? C'est une excellente question, puis c'est souvent l'argument utilisé pour défendre le système. Sauf que des chercheurs démontrent que ça va bien au-delà de la simple affinité, tu sais. Ah ouais? Bien, sur les 150 députés de la législature 2025-2026, on a recensé un seul et unique député qui agit de manière véritablement indépendante. Voyons donc. Un seul sur 150? Un seul. Ce niveau d'uniformité absolu-là, sur des milliers de textes de loi, souvent hyper techniques ou même controversés, ben c'est statistiquement impossible sans une forme de coercition. OK, je vois. Le constitutionnaliste Hugues Dumont appelle ça une règle paralégale. C'est une règle qui n'est écrite dans aucune loi, mais qui, dans les faits, écrase la Constitution. Si je ramène ça à notre histoire pour les enfants de 7 ans, c'est un peu comme le rituel du matin en classe. Comment ça? Bien, chaque élu lève la main puis jure de respecter les règles de l'école. Parce qu'il y a un vrai serment, on est d'accord. Ah oui, le serment de 1831, genre « Je jure d'observer la Constitution ». Chaque parlementaire doit le prononcer. Fait que c'est quand même fou. Ils jurent solennellement de respecter ce grand livre qui garantit leur liberté. Mais dès que la cloche sonne puis qu'ils arrivent dans la cour, Ils oublient le livre. c'est ça. Ils font exactement ce que les chefs de jeu leur disent de faire. Ce qui m'amène au cœur du problème. Vas-y. Si l'article 42 dit qu'ils sont pas obligés d'obéir, puis qu'ils restent pas, mettons, d'amende ou de prison s'ils votent selon leur conscience, par quel mécanisme obscur est-ce qu'on arrive à forcer 149 adultes à suivre le troupeau de même? Le mécanisme, c'est la survie, plus spécifiquement, la survie politique. OK, explique-moi ça. L'obéissance n'est pas dictée par le droit. Elle est dictée par le contrôle des listes électorales. Ah, Ouais, dans le système belge, c'est pas le citoyen qui choisit directement qui va siéger au Parlement. Le citoyen vote souvent pour une liste préétablie par le parti. et qui décide de l'ordre des noms sur cette fameuse liste? C'est le bureau du parti, dirigé par le président du parti. Ah, ben oui. Fait que si un député décide soudainement d'utiliser sa liberté constitutionnelle, Ouais, mettons qu'il fait son front d'art puisqu'il vote contre une loi de son propre parti parce qu'il trouve qu'elle est mauvaise pour ses électeurs. il signe son propre arrêt de mort politique. Ah! Directement de même. Ben oui, aux prochaines élections, le président du parti va tout simplement le reléguer à une place non éligible, tout en bas de la liste. Oui! Ou pire, l'exclure complètement du parti. Le député perd son travail, son influence, tout. Fait que l'autocensure devient la règle absolue pour pas être banni de la cour de récréation, finalement. Exact. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on pointe directement vers une figure d'autorité précise. Les sources parlent des rois sans couronne, c'est ça? C'est exactement ça, les présidents de parti. Mais tu sais, si je lis la Constitution belge, on n'en parle presque pas de ces présidents-là. C'est le plus grand angle mort du système. La Constitution de 1831 a été pensée pour un monde sans partis politiques structurés comme on les connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de parti comme ça à l'époque. Non. Il y a bien quelques mentions qui ont été ajoutées plus tard sur leur financement, mais rien sur leur pouvoir institutionnel. Pourtant, ces présidents sont les véritables architectes de l'État, selon le précis. Absolument. Prenons l'exemple de la formation du gouvernement fédéral. En principe, le gouvernement se forme et vient demander la confiance du Parlement. Le Parlement débat, pose des questions et décide. Mais dans la vraie vie, ça ressemble pas du tout à ça. Pas une miette. Dans la réalité, la formation du gouvernement se passe entièrement à huis clos, en dehors du Parlement. Genre dans des salles secrètes. Bien, les présidents des grands partis s'enferment dans des châteaux ou des bureaux sécurisés, puis ils négocient tout entre eux. L'accord de gouvernement qui en ressort, c'est un contrat ultra détaillé de plusieurs centaines de pages. Puis avec des durées de négociation qui dépassent l'entendement, tu sais, le document mentionne 541 jours pour former le gouvernement d'Elio Di Rupo, Ouais, un record mondial. puis un gros 240 jours pour la coalition Arizona en 2024-2025. On parle de mois, voire de plus d'un an, où le pays tourne au ralenti pendant que 5 ou 6 personnes négocient le moindre détail en secret. C'est ça. Et une fois que cet accord-là est signé par ces présidents,
Ben, le jeu est plié pour les 4 ou 5 prochaines années. Fait que le Parlement n'a plus rien à dire. Le Parlement n'est plus là pour débattre du fond, il est juste là pour appuyer sur le bouton vert. Le contrôle s'exerce au quotidien à travers ce que le milieu appelle le Conseil secret du lundi. Le Conseil secret du lundi. Oui, le CERN. Mais attends, le Parlement, avec ses grands débats télévisés le jeudi après-midi, ça sert à quoi d'abord? Mais c'est souvent du théâtre. Les vraies décisions se prennent le lundi matin. Les présidents de partis de la majorité réunissent leurs principaux ministres loin des caméras. Et ils font quoi exactement dans ce carnet-là? Ils dictent la ligne de conduite de la semaine, règlent les conflits entre eux et décident ce qui va passer au vote. OK. Cette instance-là n'a aucune existence légale ou constitutionnelle. Zéro. Mais c'est le véritable centre névralgique du pouvoir. Puis j'imagine que c'est là qu'ils s'échangent les faveurs puis distribuent les jouets de la cour d'école. T'as tout compris. Le précis aborde le casting ministériel. Sur papier, le roi nomme les ministres. Mais en pratique, ce sont les rois sans couronne qui décident qui a droit à quel ministère. Exact. Et ça déborde largement du cadre du gouvernement, n'est-ce pas? La source parle de la pilarisation puis des intercommunales. Ouais, un gros morceau, ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça exactement pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la politique belge? Les intercommunales, ce sont des structures publiques qui gèrent des services locaux, genre la distribution de l'eau, le ramassage des déchets, la télédistribution. Faites des trucs vraiment essentiels au quotidien. C'est essentiel pour le fonctionnement de la société, oui. Le problème, c'est que ces structures génèrent des milliers de postes de direction puis d'administration. On parle de combien de postes environ? Le document parle d'environ 10 000 postes à pourvoir. 10 000 postes? Mais c'est gigantesque! C'est un véritable butin de guerre. Les chefs de parti négocient entre eux la répartition de ces postes selon le poids politique de chacun. C'est ce qu'on appelle la colonisation du parapublic. Exactement. Si tu obtiens un poste d'administrateur bien rémunéré dans une intercommunale des eaux, ben tu le dois directement à ton président de parti. Tu deviens donc un rouage loyal de cette machine. Tu sais, c'est là que l'analogie pour les enfants de 7 ans devient vraiment percutant. Je trouve aussi. Ce qu'on est en train de décrire, ce sont pas les directeurs de l'école ou les professeurs qui organisent les jeux. C'est juste quelques élèves qui se sont appropriés le seul ballon de la cour. Ouais, et ils le gardent jalousement. Puis ils ont bâti tout un réseau de copinage pour décider qui a le droit de tenir le ballon, qui a droit au bac à sable, puis qui doit rester dans son coin. C'est une excellente façon de résumer. Mais la question logique qui me vient en tête, comment ils font pour garder ce monopole-là? Si d'autres enfants trouvent que c'est injuste, pourquoi ils n'amènent pas simplement un nouveau ballon pour partir leur propre groupe? Ah, ça nous amène au nerf de la guerre. Le carburant qui ferait tourner cette machine qu'on appelle la particratie. Le carburant. L'argent, le financement public. Ah, l'argent du Monopoly. Le document analyse en détail la loi de 1989 sur le financement des partis politiques. Et, tu sais, à l'origine, l'intention de cette loi-là était super noble. Qu'est-ce qu'on voulait régler au juste? Il s'agissait d'éviter les scandales de corruption puis d'empêcher les grandes entreprises d'acheter les politiciens. L'idée, c'était de remplacer les dons privés par de l'argent de l'État pour garantir l'indépendance des partis. Donc, ça partait d'une bonne intention. On voulait assainir les règles du jeu, mais qu'est-ce qui a dérapé? C'est le concept du parti cartel qui a été développé par les chercheurs Richard Katz et Peter Mayer. En se coupant du financement privé, les partis se sont massivement branchés sur les coffres de l'État. OK. Et le problème, c'est quoi? Bien, devinez qui vote les lois sur le montant que l'État donne aux partis. Les partis eux-mêmes. À travers leurs députés obéissants. Exact. Aujourd'hui, les partis belges se partagent environ 108,7 millions d'euros d'argent public chaque année. C'est pas croyable. Pour donner un ordre de grandeur, la Belgique finance ses partis 2 fois plus que l'Allemagne, puis 4 fois plus que les Pays-Bas. Mais c'est colossal pour un si petit pays. Vraiment. Puis comment ce magot-là empêche la concurrence? Si je suis un nouveau joueur, je peux pas avoir ma part. Et de que verrouillage s'opère. Si on relie ça à la situation globale, pour qu'un nouveau mouvement politique, un nouveau groupe d'enfants puisse recevoir une part de ce financement public, il doit franchir un seuil électoral. Il doit prouver qu'il est populaire. Il faut obtenir au moins 5 % des voix aux élections. Bon, 5 ça a l'air faisable. Mais voilà le piège. Pour faire connaître tes idées puis convaincre 5 % de la population, il te faut faire campagne, imprimer des affiches, organiser des événements. Ça demande énormément d'argent. Un argent que tu n'as pas.
Parce que l'État ne te finance pas encore. Exactement. C'est littéralement le jeu du Monopoly, mais complètement truqué dès le départ. Il faut s'imaginer les chefs de jeu qui commencent la partie avec presque tout l'argent de la banque. Ouais, la source donne un chiffre qui donne le vertige d'ailleurs. Lequel? Le patrimoine cumulé de ces partis s'élève à 156,8 millions d'euros. 156,8 millions. Ils possèdent toutes les avenues importantes, toutes les maisons, tous les hôtels. C'est en plein ça. Puis quand un nouveau joueur arrive sur le plateau avec sa petite figurine en forme de chaussure, ils lui disent avec le sourire « Écoute, la démocratie, c'est pour tout le monde. Tu as tout à fait le droit de jouer. Mais le droit d'entrée est tellement élevé que tu n'auras jamais les moyens de payer. C'est un marché complètement fermé. » C'est fou. Puis le vrai danger d'un marché fermé, c'est que lorsque les règles n'existent que pour protéger ceux qui sont déjà au sommet, les contre-pouvoirs s'effondrent. C'est ce qui nous mène aux conséquences directes sur la société. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le citoyen normal? Parce qu'on parle de jeux puis de cours d'école pour vulgariser, mais on traite de la réalité institutionnelle de millions de personnes. Absolument. On parle de la vraie vie. Quand l'obéissance aveugle remplace le débat démocratique, puis que l'argent verrouille toute contestation, il y a forcément des dégâts collatéraux. Concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Ça donne un effritement majeur de l'État de droit. Le précis consacre un chapitre assez glaçant à ce sujet. Ah ouais. L'Institut fédéral des droits humain dénonce ouvertement une érosion préoccupante. Puis la donnée qui illustre ça le mieux, c'est le chiffre des jugements non exécutés. C'est-à-dire? On parle de plus de 10 000 condamnations où un juge a ordonné à l'État belge d'agir, OK. principalement pour fournir un accueil digne aux demandeurs d'asile, et l'État a tout simplement refusé de s'y plier. Attends un peu. Un tribunal, donc un arbitre officiel, puis indépendant, dit à l'État fartique « Vous violez la loi, voici l'ordre de corriger ça. » Oui, Puis l'État regarde l'arbitre puis dit juste « Non ». 10 000 fois de suite. c'est exactement ça. Voyons donc. Comment c'est même possible dans une démocratie occidentale? La Cour européenne des droits de l'homme a qualifié la situation de carence systémique. Le problème de la particratie, c'est que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont fusionnés dans les mains des mêmes présidents de parti. Ah, OK, je commence à voir le tableau. Si ces dirigeants-là décident politiquement qu'ils ne veulent pas exécuter une décision de justice, mettons parce que ça leur coûterait des voix ou c'est impopulaire, qui va les forcer? Le Parlement? Ben, on vient de voir que le Parlement leur obéit à 99,73 %. Voilà. L'État devient son propre arbitre. Fait que l'impunité devient systémique. Ça me rappelle cet exemple frappant dans les sources, l'affaire Mugemangango. Ça illustre parfaitement le fait d'être juge puis parti. Ah oui, l'affaire Mugemangango. Cela soulève une question importante sur ce système. Raconte un peu, pour voir. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme a lourdement condamné la Belgique en 2020. Le problème soulevé est ahurissant. Selon la Constitution, ce sont les parlementaires fraîchement élus qui valident eux-mêmes la régularité de leur propre élection. Pardon, ils valident leur propre élection? Oui. Si on suspecte une fraude ou une irrégularité dans une circonscription, ce ne sont pas des juges indépendants qui tranchent le litige, ce sont les collègues des députés concernés. Et ça n'a aucun sens. C'est comme si un joueur de soccer marquait un but douteux, puis que c'était lui-même qui allait visionner la reprise vidéo pour décider si son but est valide ou non. C'est une super bonne comparaison. Évidemment qu'il va dire oui. Puis le pire, c'est que la source précise que, suite à cette condamnation européenne en 2020, rien n'a été réformé pour les élections 2024. Ils ont juste ignoré l'Europe. Totalement ignoré. Mais ça, c'est pour l'aspect institutionnel. Est-ce que ce système-là a un impact direct sur le quotidien des gens, sur leur portefeuille ou leur sécurité sociale? Oui, et c'est là qu'on touche à l'article 23 de la Constitution belge qui garantit le droit à une vie conforme à la dignité humaine. OK, ça sonne important. Ce principe est lié à une notion juridique qu'on appelle le standstill ou l'effet de cliquet. Le standstill. Ça signifie que l'État n'a pas le droit de faire régresser la protection sociale sans une justification en béton basée sur l'intérêt général. Une fois qu'un droit social est acquis, on ne peut pas le détricoter arbitrairement. Fait que c'est une sorte de garantie contre le recul des droits fondamentaux. Exactement. Mais j'imagine que si les chefs du jeu contrôlent tout, ce principe-là doit les déranger profondément. T'as mis le doigt dessus. Le document compile des analyses d'ONG puis de syndicats qui démontrent que les accords de la coalition, appelés Arizona, menacent directement ce principe de standstill. Comment ça? Bien, les mesures envisagées dans ces négociations secrètes prévoient des coupes sombres. On parle de 180 000 exclusions potentielles du chômage. 180 000 personnes? Oui, puis on parle aussi de déremboursements médicaux. Avec des conséquences chiffrées qui font vraiment peur. Tout à fait. L'insécurité alimentaire frappe déjà 900 000 personnes en Belgique,
Puis la pauvreté infantile atteint le taux dramatique de 44 dans la région de Bruxelles. C'est désolant. Des plaintes sont d'ailleurs pendantes au Comité européen des droits sociaux. Le système de protection se fissure parce que les décisions sont prises par un petit comité qui n'a de compte à rendre à personne au quotidien. Si on ramène ça à notre histoire pour la classe de 7 ans, c'est l'étape où les chefs de jeu se contentent plus de monopoliser le ballon ou de truquer les règles de leur propre jeu. Ouais, ils vont plus loin. Forts de leur impunité, ils commencent carrément à changer les règles de la cantine scolaire. Ils se donnent le droit de réduire la taille des boîtes à lunch des enfants les plus petits puis les plus vulnérables de l'école. C'est une image très forte, puis malheureusement très juste. Puis quand les adultes de la cour, les juges ou les instances européennes essaient de siffler la fin de la récréation, ben les chefs de jeu font semblant de ne pas les entendre. C'est le résultat d'un système que le document qualifie de démocratie. Démocratie. C'est la fusion entre la démocratie, du moins en apparence, et l'oligarchie, le pouvoir d'un petit nombre. Démocratie. C'est un concept puissant pour clore notre analyse. Ouais. Puis c'est là que le rôle du citoyen ou de l'élève moyen dans la cour devient presque tragique, parce qu'il y a une dernière règle constitutionnelle dont on n'a pas encore parlé, puis qui boucle la boucle de cette machine implacable. Ah oui, l'obligation de voter. Le vote est obligatoire. C'est l'article 62 de la Constitution. La participation aux élections est une obligation légale. Tu ne peux pas simplement décider de rester chez toi pour protester contre le système sans risquer des sanctions. Mais en même temps, la Belgique est l'un des très rares pays de l'Union européenne à interdire le référendum décisionnel au niveau fédéral. Exact. Il n'y a aucun mécanisme de consultation directe. Fait que si je résume ce vertige institutionnel-là, le citoyen a l'obligation légale de valider le système tous les 5 ans, mais il n'a aucun pouvoir direct entre les élections. C'est ça l'ironie du sort? On force les gens à voter pour des candidats qui, de toute façon, n'auront pas d'autre choix que d'obéir aveuglément aux consignes de quelques présidents de partis non élus par le peuple. Les citoyens sont plus des décideurs? Non, ils sont le simple carburant arithmétique d'une machine conçue de A à Z pour ignorer leur volonté. C'est ce qui amène les auteurs du précis à parler de l'avènement d'un post-parlementarisme. Post-parlementarisme. Les institutions classiques sont toujours là, physiquement, le bâtiment de la Chambre est magnifique, mais il a été vidé de sa substance. C'est plus qu'une chambre d'enregistrement pour les décisions du cartel. Honnêtement, pour quelqu'un qui veut expliquer tout ça à des enfants ou même à des citoyens qui s'éveillent à la politique, ça peut sembler lourd, mettons. C'est très cynique, oui. C'est sombre. On pourrait se demander pourquoi raconter une histoire aussi décourageante. Mais, tu sais, en épluchant ces sources-là, je me suis rendu compte que la valeur de cette analyse, c'est pas de créer du désespoir. Au contraire. C'est vraiment tout le contraire. Il s'agit de comprendre la distinction fondamentale entre le règlement idéalisé affiché au mur et les vraies lois invisibles de la cour de récréation. Exactement. Le diagnostic lucide, c'est toujours la première étape. Parce que tant qu'on pense que le problème, c'est juste que les politiciens sont mauvais individuellement, on comprend rien. C'est la structure même du jeu qui est faite de même. Puis c'est seulement quand on expose l'illusion qu'on peut commencer à réfléchir à la manière de changer les règles. D'ailleurs, le document fait un constat final percutant. Ah oui? Ce système particratique-là est devenu irréformable de l'intérieur. Irréformable. Pense-y. Pour changer les règles du financement public ou pour redonner du pouvoir aux députés face au président, il faudrait que le Parlement vote une loi en ce sens. Ah ben oui. Or, les parlementaires obéissent au président. Puis les présidents voteront jamais pour réduire leur propre pouvoir ou vider leur propre compte en banque de 156 millions. C'est le serpent qui se mord la queue de manière spectaculaire. Totalement. Ce qui nous amène à une réflexion finale, une idée qui prolonge le constat académique vers quelque chose d'un peu plus audacieux. Si on reprend notre image de la cour de récréation, on a bien établi que les chefs de jeu contrôlent le ballon, s'accaparent l'argent, écrivent les règles pour eux-mêmes puis ignorent systématiquement les arbitres. Ouais. Que se passerait-il si tous les autres enfants, ces fameux 99 % d'élèves qui subissent le système puis valident les règles par obligation, prenaient soudainement conscience de la supercherie? C'est la grande question. Que se passerait-il si, un beau matin, au lieu de courir après le ballon qu'on leur refuse, ils décidaient simplement de s'asseoir par terre, tous en même temps? Une grève totale du jeu. Refuser de bouger, refuser de participer aux faux jeux truqués tant que de nouvelles règles, justes et transparentes, ne sont pas réécrites par l'ensemble de l'école.
Ça, ce serait puissant. Face à un système oligarchique parfaitement verrouillé de l'intérieur, c'est peut-être la forme ultime de désobéissance civile qui nous reste à réinventer. Je laisse quiconque écoute ça y réfléchir pour la prochaine fois qu'il mettrait des pieds dans la cour d'école. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, imaginons un instant un pays où l'État vous force légalement à sortir de chez vous pour aller voter. Ouais, carrément sous la menace d'une amende en plus. Exactement. Sous la menace d'une amende si on reste dans le salon. Mais où les politiciens qui sont élus sont ensuite obligés de voter exactement ce que leur chef de parti dicte. Et ça, dans 99,7 % des cas. C'est fou, hein, quand on y pense. Tellement. Ça sonne comme genre l'intrigue d'un roman dystopique, tu sais, le genre de système conçu de A à Z pour donner l'illusion du choix. Mais c'est pas de la science-fiction pantoute? Ben non, ça se passe en ce moment même, en plein cœur de l'Europe. Fait que bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle exploration au cœur de nos sources. Bonjour. Aujourd'hui, on a devant nous une pile de documents qui ont de quoi donner le vertige, honnêtement. On a des rapports académiques super pointus, des analyses issues d'outils de Civic Tech comme Deotech et des transcriptions d'enquêtes vidéo citoyennes. Et le sujet de cette plongée, c'est la Belgique. La fameuse Belgique. Souvent perçue de l'extérieur, en tout cas, comme le chef-d'œuvre absolu du compromis politique, le siège de l'Europe, tu sais. C'est vraiment l'image d'Épinal qu'on en a, un modèle de diplomatie et tout. Oui, bien la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de gratter ce vernis-là. On va décortiquer les failles systémiques de cette démocratie qui cache un dysfonctionnement majeur. Un dysfonctionnement qui a un impact très, très brutal sur le quotidien des gens, oui. Exact. On va voir comment cette ingénierie politique complexe affecte la population. Et surtout, et c'est la partie que je trouve la plus fascinante, on va découvrir comment des citoyens utilisent des outils technologiques et juridiques pour littéralement hacker le système. Et reprendre le pouvoir, d'une certaine manière. Fait que, bon, décortiquons un peu tout ça. Si on lit les documents qu'on a ici, la différence entre la théorie constitutionnelle belge de 1831 et la réalité crue de 2026, ben c'est hallucinant. C'est une fracture monumentale, tu sais. Sur papier, si on se fie à la Constitution de 1831, particulièrement l'article 42, la Belgique, c'est une démocratie parlementaire, tout ce qui est de plus classique. Ouais. Cet article-là exige l'indépendance totale des élus. Le principe, c'est que le député est censé voter selon sa propre conscience pour l'intérêt général, sans ce qu'on appelle un mandat impératif. Puis qu'en théorie, il n'a de compte à rendre à personne au moment de peser sur le piton pour voter. En théorie, exact. Mais dans les faits, nos sources démontrent qu'on a glissé vers un tout autre régime, ce que les politologues appellent une particratie consulaire. Attends une minute, parce que j'ai vu ce chiffre de 99,73 % passer dans nos notes tantôt. Ça veut dire que, de manière presque absolue, un député ne vote, genre, jamais contre la ligne de son parti. Jamais. Mais comment c'est possible de maintenir un tel niveau de contrôle sans que ça finisse par exploser de l'intérieur? Ben c'est ça, toute la mécanique de la particratie. Le pouvoir réel, il a migré du Parlement vers ce qu'on appelle le cairn. Le cairn. Oui, c'est le comité restreint composé des présidents de parti et des vice-premiers ministres. C'est là que les vraies décisions se prennent. Mais ensuite, on demande juste aux parlementaires d'approuver. Ah, je vois. Mais pourquoi les députés acceptent ça? À cause du contrôle des listes électorales. Si un élu décide soudainement de faire son rebelle et d'invoquer l'article 42 pour voter selon sa conscience, ben sa carrière est finie. Le président du parti le raille de la carte? Exactement. Il ne le remettra pas sur la liste aux prochaines élections où il va le mettre à une place inéligible. C'est un verrouillage total. Oui. Fait que le parti, c'est vraiment l'employeur, le juge puis le bourreau. Absolument. Et pour comprendre pourquoi ces partis ont autant de pouvoir historique, il faut regarder l'héritage de la pilarisation. Ouais, j'ai lu ça dans le rapport, les fameux piliers. C'est ça. Historiquement, la société belge était structurée en piliers très étanches. Le pilier catholique, le socialiste, le libéral. Tu sais, on naissait dans une clinique socialiste, on allait à l'école catholique, on rejoignait le syndicat libéral. Ça encadrait toute la vie. Exact. Et même si aujourd'hui, les citoyens s'en foutent un peu plus de ces piliers-là, la structure institutionnelle, elle, a survécu. Les partis se partagent encore l'administration, les nominations, les conseils d'administration. Fait que ça superpose à une complexité qui donne franchement la migraine. Les rapports soulignent que pour un pays de genre 12 millions d'habitants, ils ont 6 parlements, 7 gouvernements et écoute bien ça, 31 806 mandataires politiques. C'est absurde. C'est capoté. J'ai fait le calcul de mon bord, on est à plus d'1 politicien par kilomètre carré.
Et c'est cette dilution-là qui crée une inertie chronique face aux crises. Dès qu'il y a un problème, le fédéral pointe la région pointe la communauté. Tout le monde se renvoie la balle. C'est pas pour rien qu'ils détiennent le record mondial de jours sans gouvernement de plein exercice. On parle de périodes de 541 jours, puis une autre de 494 jours. En lisant cette partie-là de notre dossier, j'avais une image vraiment claire en tête. C'est un peu comme si la Constitution de 1831, c'était un vieux système d'exploitation, mettons Windows 95. Ah, j'aime l'analogie. Ben oui, puis là-dessus, on essaye de faire tourner des logiciels modernes ultra lourds avec des réseaux de 6 parlements qui ne parlent même pas le même langage informatique. Ça va figer. Honnêtement, si chaque député se mettait soudainement à obéir à la Constitution et à voter indépendamment, le système ferait un immense écran bleu de la mort. Ça planterait direct. Ouais, et ce qui est fascinant ici, c'est que cette hyper-coordination partisane n'est pas toujours vue comme une simple tyrannie. Ah non. Beaucoup d'acteurs politiques la défendent comme un mal absolument nécessaire pour la survie du pays. Prenons le fameux cordon sanitaire. Oui, la digue contre l'extrême droite. Exact, surtout en Flandre. Les partis traditionnels se sont mis d'accord pour bloquer l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Fait que pour maintenir cette digue-là complexe ou pour faire des compromis vitaux entre francophones et néerlandophones, les chefs estiment qu'ils doivent imposer cette discipline de fer. Sinon, le pays éclate. C'est l'argument, oui. Et c'est super important de préciser pour notre auditoire que nos sources ne portent pas de jugement moral sur ces stratégies-là ou sur ces partis. C'est vraiment une observation sociopolitique impartiale. Tout à fait. Mais le résultat factuel de cette mécanique de survie, c'est que ça vide la démocratie représentative de sa substance. Le Parlement n'est plus un lieu de débat, c'est une chambre d'enregistrement. Puis si le Parlement est juste là pour enregistrer les décisions des chefs, ça veut dire que les lois ne sont pas faites pour protéger la population, mais pour maintenir cette architecture-là. Exactement. Fait que là, on sort de la théorie de professeur de droit. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie pour les citoyens? Ça donne ce que les documents appellent une violence mathématique. Il y a un double standard complètement hallucinant. C'est le syndrome du citoyen pigeon pris dans le brol. Le brol. Ouais, c'est un mot d'argot belge qui veut dire un désordre profond, un bazar. L'analyse de Ductec utilise un concept clé pour illustrer ça, le test de symétrie. Ah! Écoutez bien ça parce que les chiffres du test de symétrie m'ont jeté à terre. Vas-y. D'un bord de la balance, on regarde comment l'État traite les plus vulnérables. Pour une fraude sociale qui représente à peine 0,33 % du budget, l'État déploie 107 000 contrôles ultra intrusifs. C'est massif. On parle d'algorithmes de profilage, comme le système MyDia, qui exclut automatiquement des personnes précaires au moindre faux pas administratif. C'est une traque chirurgicale et impitoyable. Mais si on applique le test de symétrie et qu'on regarde de l'autre bord, au sommet de l'État, Ouais. on a ce taux d'illégalité constitutionnelle de 99,73 % sur la liberté de vote. Puis là, zéro sanction. Aucun algorithme pour traquer les ministres. L'État s'octroie une impunité totale. C'est là que j'ai vraiment tiqué. Pendant qu'on coupe dans les soins de santé avec des mesures d'austérité, on apprend que l'État a dépensé 2,5 milliards d'euros en consultants externes, principalement les fameux Big Four. Les grandes firmes privées, oui. Mais attends un peu. On vient de dire qu'ils ont plus de 31 000 élus et 7 gouvernements. Comment ils peuvent justifier de donner 2,5 milliards à des firmes privées pour de la gestion? Ils font quoi, tous ces élus-là? Ben, c'est le cœur de dysfonctionnement. Le système est tellement paralysé par les luttes entre les partis que l'appareil d'État perd son expertise technique. Pour avancer sans déclencher de crise politique, ils contournent leurs propres fonctions publiques et paient des cabinets externes à prix d'or. C'est aberrant. Et le décalage face à l'état de droit va encore plus loin. Les sources parlent de plus de 10 000 décisions de justice fermes contre l'État belge, notamment sur le refus d'accueillir des demandeurs d'asile que le gouvernement refuse d'exécuter. Ils ignorent carrément les tribunaux, hein? Complètement. Il se perce au-dessus de sa propre justice et préfère payer des amendes avec l'argent des contribuables plutôt que d'appliquer les jugements. C'est le comble de l'ironie. Surtout quand on se rappelle ce qu'on a dit au début. Le vote est obligatoire, sous peine d'amende. Ouais. C'est que l'État force sa population à se déplacer, à cocher une case pour légitimer un système qui, dès le lendemain matin, l'ignore totalement et bafoue la justice. Puis en plus, le référendum décisionnel est interdit. C'est un cul-de-sac institutionnel complet. Face à un mur d'hypocrisie de même, les méthodes traditionnelles de contestation ne marchent plus. Tu sais, descendre dans la rue avec une pancarte. Ou lancer une pétition. Surtout qu'il faut 25 000 signatures juste pour avoir une vague audition de 15 minutes au Parlement. Ça décourage tout le monde et le cynisme s'installe. C'est sûr. Mais
Et c'est là que ça devient fascinant. Pour pas sombrer dans l'apathie, la société civile belge a dû muter. Exactement. S'ils ne peuvent pas utiliser les portes prévues par le système, ils vont chercher les bugs dans le code. C'est en plein ça. Mais avant d'attaquer, il faut comprendre la forteresse. Nos sources parlent de déconstruire le soft power des élites, la violence symbolique qui fait qu'on accepte cette bureaucratie-là comme une fatalité. Comment ils brisent cette illusion-là? La première étape, c'est la reconquête du savoir. Réarmer l'esprit critique par l'éducation. Parce que le droit s'est rempli d'un jargon super complexe et excluant. Ouais, c'est lourd. Fait que les collectifs citoyens ont commencé à traduire l'information politique en format FALC, c'est-à-dire facile à lire et à comprendre, pour que n'importe qui comprenne comment on se moque d'eux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas à la traduction. J'ai vu qu'ils utilisent carrément des jeux de société, Des jeux de rôle, oui. genre Démocratie ou Conviction. C'est brillant. Au lieu de lire un rapport plate sur les coalitions, tu joues la coalition. Tu comprends les règles en jouant. Fait que les mécanismes de manipulation deviennent évidents. L'apprentissage devient un outil d'émancipation, le fun, au lieu d'un fardeau qui donne juste le goût de tout lâcher. Tellement. Et cette vulgarisation-là prend une ampleur inédite grâce à l'intelligence artificielle. Les collectifs utilisent des IA génératives, comme Claude, comme Coota. Y rentrent des décennies de jurisprudence et des milliers de pages de rapports indigestes, et l'IA leur sort des synthèses limpides et des arguments juridiques bétons. Ils appellent ça la propagande par le code, c'est ça? Exactement. La technologie démocratise une expertise juridique qui, avant, était réservée aux grands cabinets d'avocats qui chargent une fortune. La symétrie se rééquilibre. Le citoyen n'est plus juste un électeur passif, il devient un juriste amateur super bien armé. Bon, comprendre qu'on se fait avoir, c'est une chose. Reprendre confiance avec l'IA puis les jeux, c'est super. Mais c'est juste la préparation. Quand vient le temps de passer à l'offensive, comment on force les partis à reculer? C'est ici que les sources listent 3 actions citoyennes, directes pour contrer le clientélisme. OK. La première action, c'est le hacking juridique. L'outil phare, c'est un truc qui s'appelle gork.html ou question.html. Ah oui, le fameux générateur de courriel en 3 clics. Mais explique-moi comment un simple courriel peut menacer des partis politiques aussi puissants. Un ministre a juste à faire « delete », non? Ben, c'est là le génie de la patente. Ils utilisent le droit administratif contre l'administration elle-même. Cet outil exploite une faille dans la loi de 1989 sur le financement des partis. L'argent. Ouais. Faut savoir que les partis se partagent environ 188 millions d'euros d'argent public par an. C'est énorme. La loi dit qu'on peut geler ce financement s'il viole les droits fondamentaux. Mais la faille, c'est qu'il n'y a pas de sanction prévue s'il viole la Constitution elle-même. Comme avec la discipline de vote, OK, je vois où tu t'en vas. ben, l'outil génère un argumentaire ultra pointu qui force le ministre à justifier cette absurdité légale. Et s'il ignore le courriel, il le met à la corbeille. Au bout d'un certain délai, ce silence devient une décision attaquable devant le Conseil d'État. Ben voyons. Fait que le simple fait d'ignorer le courriel donne aux citoyens la clé pour amener l'affaire en cours et potentiellement geler leurs 188 millions. Exactement. C'est frappé directement dans le portefeuille. C'est d'une efficacité redoutable. Mais ça, c'est pour l'attaque financière. C'est quoi la deuxième action? C'est d'exiger une vraie démocratie délibérative. Au lieu de signer des pétitions inutiles, les citoyens s'appuient sur un modèle qui existe déjà en Belgique, le modèle d'Ostbelgienne dans la communauté germanophone. C'est quoi au juste? Depuis 2019, ils ont un Burgerrat. C'est un conseil citoyen permanent tiré au sort. Ah, le tirage au sort. C'est l'antidote parfait à la particratie. Tu sais, si t'es tiré au sort, t'as pas de chef de parti pour te menacer de te rayer d'une liste électorale. T'es 100% indépendant comme le voulait l'article 42 de base. Et ce conseil-là fait des recommandations que le Parlement élu est obligé de débattre. S'ils refusent une idée, ils doivent le justifier publiquement. Fait que l'action, c'est d'exiger l'extension de ce modèle-là à tout le pays. Exactement. Et la troisième action, pour boucler la boucle, c'est la vigie numérique. Surveiller les temps en temps réel. Avec la Civic Tech, Oui, les citoyens financent des plateformes comme Cumuléo. Cette plateforme-là trace 1,46 million de mandats politiques. 1,5 million presque. Ça expose les conflits d'intérêts et le pantouflage instantanément. Et il y a aussi Transparencia.b qui automatise les demandes d'accès à l'information pour forcer les villes à dévoiler leurs dépenses cachées. Fait que, alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? L'engagement citoyen a complètement changé. On descend plus dans la rue un mardi en espérant qu'un ministre nous regarde avec compassion. C'est fini, ça.
Aujourd'hui, on utilise le droit, le scraping de données, l'IA et la justice comme des boomerangs contre l'hypocrisie du système. C'est de l'ingénierie inverse rendue là. C'est vrai. Et si on relie ça à la situation globale, nos sources extrapolent 2 trajectoires pour le futur de la Belgique. Le pire et le meilleur scénario. Voilà. Le pire scénario, la rupture. Si le système reste rigide, refuse la réforme et maintient l'austérité comme on le voit avec l'actuel gouvernement Arizona, la marmite va exploser. Les sondages le montrent déjà, non? Oui. La confiance envers les partis traditionnels s'est effondrée à 32 %. Et la conséquence est, encore une fois, on observe ça strictement sociologiquement, c'est une fuite vers les partis anti-système, une montée vertigineuse du Vlaams-Belang à l'extrême droite et du PTB à la gauche radicale. Si rien ne change, l'état de droit au complet pourrait s'éroder. Et le scénario de l'espoir? Si les leviers citoyens, le hacking, la transparence, le tirage au sort, forcent une mise à jour, la Belgique pourrait prouver qu'une démocratie bloquée peut se réformer pacifiquement. Ce serait incroyable. Elle deviendrait modèle de transition mondiale vers une souveraineté citoyenne réelle. Quelle leçon magistrale, pareil. Au début, on regardait nos sources, puis on aurait pu croire que c'était juste une petite anomalie belge avec leurs 6 parlements. Ouais, un cas isolé. Mais non, c'est une leçon universelle sur la mécanique du pouvoir, sur comment une élite peut confisquer les règles, puis surtout comment l'intelligence collective peut y résister. C'est le test ultime de notre époque. Et si on revient à notre analogie de départ, et si l'hypocrisie politique et les lois inégales n'étaient pas des fatalités morales devant lesquelles on doit juste s'incliner? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si c'était juste de vulgaires bugs dans le code source de nos sociétés, des bugs que n'importe quelle personne avec les bons outils numériques a le pouvoir de corriger elle-même? Un petit détail sur lequel méditer pour quiconque écoute. Un immense merci à notre auditoire de nous avoir accompagnés dans cette exploration aujourd'hui. Gardez l'œil ouvert et le code à portée de main. Quand on observe un vieil édifice patrimonial, un de ces grands bâtiments entourés d'imposants échafaudages, on finit toujours par se poser une question assez troublante. Ouais, c'est inévitable. C'est ça. On se demande, est-ce que ces structures métalliques servent encore à rénover la bâtisse ou est-ce qu'elles sont carrément devenues la seule et unique chose qui l'empêche de s'effondrer sur elle-même? C'est une excellente image pour notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à The Debate, notre espace d'analyse et de confrontation intellectuelle où on dissèque les grands enjeux de société. Aujourd'hui, on tourne notre regard vers un véritable laboratoire mondial de l'ingénierie politique, la Belgique. Un pays fascinant politiquement parlant. Absolument. Pour un public nord-américain, on est habitué aux tensions fédérales provinciales, mais le niveau de fragmentation belge, c'est vraiment de tout autre ordre. On parle d'un État fédéral administré par 7 parlements et 7 gouvernements pour une population d'à peine 11,5 millions d'habitants. C'est une machinerie incroyable, où les règles écrites du jeu démocratique puis la réalité brutale de l'exercice du pouvoir, ça semble opérer dans 2 univers complètement parallèles. Et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher. L'architecture politique belge actuelle, avec ce qu'on appelle sa particratie tentaculaire, son recours vraiment massif aux firmes de consultants privés et l'influence de ce soft power institutionnel, est-ce que c'est une adaptation pragmatique? La fameuse béquille pour maintenir le pays. Exactement. Est-ce que c'est la seule béquille capable de maintenir l'unité d'une nation qui est historiquement très divisée? Ou bien sommes-nous face à une oligarchie illégitime qui a privatisé l'État et, au fond, aliéné ses propres citoyens? La question est lancée. Fait que, moi, je défends l'idée que ce système, bien qu'il soit très lourd et souvent inélégant, c'est un modèle consociatif vital. C'est un pragmatisme de survie où la complexité et l'expertise externe sont les seuls moyens de garantir la paix sociale et l'efficacité. Mais de mon côté, je suis convaincue du contraire. Je l'analyse d'une toute autre manière. Pour moi, la Belgique a muté en une particratie consulaire dysfonctionnelle. Les élites partisanes puis les forces du soft power privé ont littéralement capté l'État, ce qui réduit le citoyen à un simple otage électoral. Allons au fond des choses, d'accord? Je suis prête. Pour bien saisir ma position, je pense qu'il faut d'abord comprendre que la Belgique, ça n'a jamais été un État-nation homogène et centralisateur. Dès sa fondation, le pays est fracturé par des clivages profonds.
Des clivages qui existent encore aujourd'hui? Tout à fait. Il y a le fameux clivage linguistique entre francophones et néerlandophones, évidemment, mais il y a aussi des clivages socio-économiques et philosophiques intenses. Historiquement, la société s'est structurée autour de ce qu'ils appellent des piliers. Les fameux piliers, oui, catholiques, socialistes, libéral. C'est ça. Et ces réseaux-là prenaient le citoyen en charge du berceau jusqu'au tombeau. Les hôpitaux, les écoles, les syndicats, tout était compartimenté. Fait que dans un écosystème aussi fragmenté que ça, une démocratie majoritaire classique où, mettons, 51 % de la population impose sa loi aux 49 % restants, bien, ça aurait été une recette garantie pour la guerre civile. Oui, vous faites référence à la démocratie de concordance. C'est ce que le politologue Aaron Leifert a si bien théorisé dans ses travaux, l'idée que les élites des différents segments coopèrent au sommet pour éviter l'explosion à la base. Exactement ça. Et la mécanique belge d'aujourd'hui, c'est l'évolution directe et, je dirais, fonctionnelle de ce modèle-là. Le fait que le pouvoir soit hyper centralisé entre les mains des présidents de partis, le fait que les décisions se prennent à huis clos pour éviter les dérapages passionnels sur la place publique. Vous voyez ça comme une bonne chose? Bien, c'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité. C'est même vital. Et de la même façon, quand on regarde l'externalisation de l'intelligence de l'État vers des cabinets de conseil, pour moi, c'est le reflet d'une modernisation du New Public Management. Face à des crises hyper complexes, l'administration traditionnelle est juste trop rigide. Je vois tout à fait la logique historique que vous avancez, puis sur papier, c'est très beau, mais on doit regarder la réalité en face aujourd'hui. Allez-y. Cette vision romantique de la pacification par les élites, elle masque une rupture brutale du contrat social. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est une trahison pure et simple de la Constitution belge de 1831. Une trahison. Le mot est fort. Il est justifié. À l'origine, cette constitution-là, c'était un joyau libéral qui consacrait le député, l'élu du peuple, comme un acteur libre et souverain. Aujourd'hui, le Parlement, c'est plus qu'un théâtre d'ombre. C'est une simple chambre d'enregistrement où les députés appuient sur des boutons selon les consignes qui sont envoyées par SMS par les chefs de parti. Vous parlez donc d'une dépossession totale du pouvoir législatif. Absolument. C'est exactement ce qu'on nomme la particratie. Et le pire là-dedans, c'est l'effet domino sur l'appareil d'État lui-même. C'est-à-dire? La haute fonction publique, qui dans toute démocratie saine sert de colonne vertébrale neutre, elle est étouffée par des cabinets ministériels gigantesques, des collaborateurs non élus qui, à leur tour, sous-traitent la conception même des lois à des firmes privées. Le citoyen, là-dedans, il se retrouve dans une posture complètement aberrante. Aberrante comme l'ont voté. Il est contraint de voter sous peine d'amende. On lui impose une pression fiscale parmi les plus lourdes au monde, mais il n'a aucune véritable prise sur ce système verrouillé par en haut. Vos béquilles pragmatiques, ce sont devenus des chaînes. C'est une critique cinglante, je vous l'accorde, mais si on veut vraiment prouver cette aliénation, il faut démonter la mécanique. Concrètement, comment cette captation du pouvoir par les partis s'opère au quotidien? Parce qu'en apparence, les institutions tournent. Il y a des élections, des débats parlementaires, des votes de loi. L'apparence, oui, tout à fait. Mais suivez le cheminement d'une vraie décision. En théorie, le gouvernement propose et le Parlement dispose. En réalité, tout se passe dans l'ombre du cairn. Le comité ministériel restreint. Voilà. Le cairn, c'est le premier ministre et les vice-premiers ministres des différents partis de la coalition. Ce qui est fou, c'est que cette instance-là n'existe même pas formellement dans la Constitution belge. Pourtant, c'est là que les véritables arbitrages se font. Et ces ministres, ce sont souvent juste les porte-voix de leur président de parti qui tirent les ficelles de l'extérieur. Ouais. Mais ils représentent tout de même les forces politiques qui ont gagné les élections, non? C'est le cœur de l'exécutif, c'est normal qu'ils décident. Le problème, c'est la méthode de fabrication de la loi en amont. L'outil principal de cette dépossession-là, ce sont les fameuses RIC, les réunions intercabinets. Ah, les fameux cabinets pléthoriques. Exactement. Plutôt que de confier la rédaction d'un projet de loi à l'administration publique neutre, chaque ministre déploie une armée de collaborateurs. Prenez le gouvernement Vivaldi ou même les récentes négociations de la coalition Arizona. On parle de près de 600 collaborateurs de cabinet au total. C'est beaucoup de monde, c'est vrai. Ce sont ces gens-là, dirigés par des chefs de cabinet de l'ombre, qui prénégocient les textes. Quand le document atterrit enfin sur le bureau des députés, l'accord politique est tellement ficelé, tellement fragile,
qu'il est interdit d'en modifier une seule virgule. Le travail parlementaire est court-circuité avant même de commencer. C'est percutant comme description, mais c'est là que votre analyse néglige un peu le contexte vertigineux de la politique belge. Comment ça? Mais prenons une image. Piloter le gouvernement fédéral en Belgique, c'est comme piloter un avion de ligne avec 7 copilotes dans la cabine. Des copilotes qui viennent de régions différentes, qui parlent pas la même langue, qui lisent pas les mêmes journaux, puis qui s'affrontent sur le plan électoral. C'est chaotique, oui. Fait que si vous n'avez pas un pilote automatique extrêmement rigide, et dans ce cas-ci, c'est l'accord bétonné en amont par les partis et le cairn, ben l'avion s'écrase en plein vol. Si chaque député de chaque parti de la coalition commençait à amender les lois selon sa liberté de conscience, la confiance, qui est déjà rachitique, elle volerait en éclats en 48 heures. Ouais, sauf que la coordination complexe d'une coalition, ça justifie pas l'anéantissement du pouvoir législatif. Moi, j'appelle pas ça un anéantissement, j'appelle ça une rationalisation institutionnelle imposée par le danger d'éclatement. Les cabinets, bien qu'ils soient massifs, y jouent le rôle essentiel d'intégrateur. Dans un pays où les compétences fédérales et régionales s'entremêlent constamment, ben ces collaborateurs s'assurent que les compromis arrachés dans la douleur tiennent la route. C'est une vision très fonctionnelle. Parce que la liberté totale du député, tu sais, c'est un très beau concept philosophique. Mais en Belgique, c'est un luxe intellectuel qui mènerait directement à la paralysie de l'État. Faut quand même admettre que maintenir cette illusion d'efficacité coûte un prix astronomique à la démocratie. Si on regarde du côté des pays scandinaves ou même chez leurs voisins néerlandais, on voit des coalitions hyper complexes aussi. C'est vrai. Là-bas, un ministre travaille avec genre une poignée de conseillers politiques, puis il s'appuie sur une haute fonction publique forte, autonome et neutre. En Belgique, on a érigé la méfiance en mode de gouvernance. Et cette hyper-politisation des cabinets, ça nous amène à un paradoxe flagrant. Lequel? Si ces centaines de conseillers sont censés être les têtes pensantes du gouvernement, pourquoi l'État ressent-il le besoin de déléguer massivement la conception même de ses politiques à des firmes externes? Ah, vous abordez là la question épineuse de la consultance et du recours au privé. Le fameux soft power économique. Oui, et c'est un point de bascule majeur. On parle plus juste d'optimisation administrative ici, on parle d'une forme redoutable de captation de l'État. La Cour des comptes belge a sorti des données glaçantes. Les chiffres de 2020 à 2022, je présume. Exactement. Entre 2020 et 2022, l'État fédéral a dépensé 2,5 milliards d'euros en consultance. C'est vertigineux. On parle d'une moyenne de 72 euros par habitant. En comparaison, la France, qui pourtant est très critiquée sur ce point-là, est autour de 9 euros. La différence est marquée, c'est sûr. Les firmes qu'on appelle les Big Four, Deloitte, McKinsey, EY, PwC, ce sont devenus des ministères fantômes. Elles créent ce qu'on appelle une dépense ombrière. C'est de l'argent public dépensé complètement hors du radar de tout contrôle démocratique. L'agenda public est dicté par le privé. Les montants sont impressionnants, c'est incontestable. Mais je pense qu'il faut analyser comment cet argent-là est dépensé avant de parler de captation malveillante. Je vous écoute. La grande majorité de ces 2,5 milliards, ça sert à concevoir et maintenir des infrastructures informatiques très spécifiques. L'État n'a tout simplement pas intérêt, financièrement parlant, à garder des centaines d'architectes informatiques hyper spécialisés sur son registre de paye à l'année longue pour des projets ponctuels. C'est de la gestion de base. Bien, justement, regardons comment cette expertise informatique externalisée se passe dans la réalité. L'exemple le plus accablant, c'est le fiasco du projet e-Police. Oui, c'est un dossier lourd, ça. Le gouvernement mandate une firme Soprasteria pour moderniser complètement le système numérique de la police intégrée. On parle d'un contrat initial frôlant les 300 millions d'euros. Au final, le projet a été complètement stoppé. On a tiré la plug. Le résultat, près de 76 millions d'euros partis en fumée, littéralement volatilisés. Bien, les dépassements de coûts dans les projets informatiques publics, c'est pas propre à la Belgique, on voit ça partout. Non, c'est sûr, mais le mécanisme de l'échec ici est super symptomatique. Le problème, c'est pas juste la facture perdue. Le véritable drame, c'est la symétrie d'information. L'administration qui perd le fil de ce qu'elle achète? Exactement. À force de sous-traiter, l'État belge a vidé sa propre administration de ses talents. L'administration publique n'a même plus l'expertise technique nécessaire pour rédiger correctement le cahier des charges, ni pour vérifier si le consultant privé fait une bonne job.
l'État se retrouve à acheter complètement à l'aveugle. C'est un cercle vicieux. Le consultant devient à la fois l'architecte, l'entrepreneur puis l'inspecteur des travaux. C'est une démission intellectuelle de l'État. L'échec d'Hippolyte est réel et ça met en lumière de graves lacunes dans le suivi des contrats publics, je vous l'accorde totalement. Mais prendre ce fiasco-là pour discréditer entièrement le principe de l'externalisation, c'est ignorer les moments où cette agilité a littéralement sauvé des vies. Vous pensez à la pandémie? Oui, face à des crises aiguës, la lenteur de la machine étatique, c'est un danger mortel. Prenons la gestion de la crise de la COVID-19. Une crise où des dizaines de millions ont encore été versés aux mêmes firmes, McKinsey, Deloitte. Oui, mais posez-vous la question du pourquoi. La logistique pour vacciner 11 millions de personnes en un temps record, ça ne s'invente pas sur un coin de table. Solliciter Deloitte ou McKinsey pour modéliser cette campagne-là, c'est une décision 100% rationnelle. Rationnelle peut-être, mais révélatrice de leur impuissance. L'affaire, c'est que la fonction publique, avec ses grilles salariales fixes puis ses processus d'embauche qui durent des mois, elle était organiquement incapable de mobiliser une cinquantaine d'experts en logistique de crise en 48 heures. Acheter cette capacité ponctuellement sur le marché privé, ça a permis à la Belgique d'avoir un des taux de vaccination les plus efficaces et rapides d'Europe. C'est vrai que la campagne a été efficace. C'est ça, le pragmatisme opérationnel. Ce n'est pas parce qu'un marteau a été mal utilisé sur un chantier qu'il faut bannir tous les marteaux de la construction. Sauf que dans ce cas-ci, le marteau a tendance à finir par diriger le chantier au complet. Et c'est là qu'intervient le danger du soft power systémique. Le phénomène du pantouflage en est la preuve flagrante. Les portes tournantes entre le public et le privé. Ouais. Vous avez de jeunes cadres brillants qui travaillent pour ces cabinets de conseil qui font un saut de quelques années dans les cabinets ministériels pour rédiger les lois puis les normes, puis qui retournent dans le privé monnayer ce carnet d'adresses-là et cette influence. La frontière entre la défense de l'intérêt général et la promotion d'intérêts corporatifs devient complètement poreuse. Ça soulève des questions d'éthique, c'est certain. Le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe a d'ailleurs émis des avertissements très, très clairs à la Belgique sur ce manque de balises déontologiques. C'est pas une théorie du complot, c'est documenté. C'est un argument très sérieux sur le besoin d'encadrement éthique. Mais si on suit votre logique, celle d'un État dont le cerveau est sous-traité au privé et dont le cœur législatif est confisqué par les chefs de parti, on a le droit de se demander quelle est la place de l'électeur dans tout ça. Comment le citoyen belge qui finance ce système perçoit-il cette machinerie? C'est simple, il l'a subi. C'est ce que certains appellent le syndrome du citoyen pigeon. On est face à une population qui supporte une pression fiscale de plus de 42 % du PIB. Ce qui est énorme. En échange d'une fiscalité aussi lourde, on attendrait une participation démocratique robuste, un vrai pouvoir d'influence. Or, en Belgique, le vote est obligatoire sous peine de sanctions. L'État force le citoyen à se rendre aux urnes pour légitimer un système qui le tient complètement à l'écart des vraies décisions. Il y a quand même des moyens de s'exprimer. Pas directement. Si ce citoyen veut s'exprimer sur un enjeu précis, le référendum décisionnel au niveau fédéral est purement et simplement interdit par la Constitution. Oui, mais il reste la société civile et les médias pour contrebalancer ce pouvoir-là. Le journalisme sert historiquement de chien-garde contre les dérives étatiques et l'opacité. Il y a un contre-pouvoir. En théorie, oui. Mais regardons la réalité de ce soft power médiatique. Du côté francophone, on assiste à une consolidation des médias qui fait froid dans le dos. On se dirige vers un quasi-monopole avec l'alliance de grands groupes comme Rossel et IPM. Le duopole? Oui, qui pourrait contrôler jusqu'à 95 % de la presse quotidienne. 95 %! Comment le journalisme d'investigation peut-il survivre là-dedans? Le mimétisme éditorial s'installe, les salles de rédaction fusionnent pour couper les coûts et les enquêtes de longue haleine, celles de 6 mois qui décortiquent justement les contrats de consultance sur le pantouflage, elles disparaissent. Il reste des médias indépendants, non? Ce travail crucial-là ne repose plus que sur les épaules de petits médias coopératifs comme Médor ou Apache. Et eux, ils se font régulièrement matraquer par des poursuites judiciaires abusives de la part de grandes entreprises ou de politiciens. C'est un étouffement structurel de l'esprit critique. Je comprends la menace que représente la concentration des médias. C'est un vrai problème. Mais je trouve votre diagnostic de la place du citoyen beaucoup trop sombre. Ah oui. Oui, vous brossez le portrait d'un peuple complètement anesthésié, otage de la machine. Pourtant, et c'est ça qui est fascinant, pour compenser cette particratie rigide,
La Belgique est ironiquement devenue l'un des laboratoires les plus innovants au monde en matière de démocratie délibérative. Vous parlez des panels citoyens? Oui, l'État reste pas les bras croisés, il essaie activement de réinventer le contrat social. Prenons un exemple concret, la communauté germanophone de Belgique, l'Os Belgienne. Oui, le modèle germanophone. Depuis 2019, ils ont mis en place un conseil citoyen permanent. Et c'est pas juste un panel consultatif bidon pour faire joli. Ce sont des citoyens tirés au sort qui ont le pouvoir de dicter l'agenda politique, de convoquer des assemblées citoyennes sur des sujets spécifiques et le Parlement régional est légalement tenu de débattre de leurs recommandations. Mais ils votent pas la loi. À la même table, travaillant ensemble sur des textes de loi concernant la 5G ou l'aménagement urbain. Des politologues du monde entier viennent en Belgique pour observer ça. C'est la preuve d'un système qui cherche à corriger ses propres failles. C'est très beau sur papier, je vous l'accorde, puis les citoyens qui y participent sont souvent très sincères et travaillent fort. Mais quand on fouille à mécanique, ça relève du simulacre participatif. Un simulacre? Pouf, vous y allez fort! Pourquoi je dis ça? Parce qu'au bout du compte, ces recommandations-là ne sont jamais contraignantes. Jamais. On donne aux citoyens l'illusion de mettre la main à la pâte. Ils délibèrent, font des compromis, rédigent d'excellents rapports. Mais à la fin de la journée, qui tient le stylo pour voter la loi? Qui décide du budget? Les partis élus? Les partis, oui. Tant que les formations politiques continueront de recevoir plus de 100 millions d'euros de financement public annuel, garantis par ce vote obligatoire, sans jamais céder de réel pouvoir décisionnel à la base, ces assemblées citoyennes agiront simplement comme une soupape. Une soupape pour relâcher la pression? Exactement. Ça permet de relâcher la frustration populaire à peu de frais, sans jamais menacer le monopole des présidents de partis. Fait qu'au fond, vous rejetez l'effort d'intégration sous prétexte qu'il ne renverse pas complètement la table du jour au lendemain. C'est très exigeant comme standard, mais ça nous force à mettre nos deux lectures en perspective pour conclure. Tout à fait. D'un côté, mon approche soutient que la complexité institutionnelle vertigineuse, l'exécutivisation par le cairn, puis le recours au cerveau externe via les consultants, ce sont des béquilles inélégantes mais essentielles. Elles permettent à un pays profondément clivé de continuer à fonctionner, de gérer des crises sanitaires, d'adopter des lois, puis de maintenir une paix sociale là où le blocage pur et simple serait la norme. Et de l'autre côté, moi, je maintiens que ces béquilles sont depuis longtemps devenues l'ossature d'une oligarchie, en court-circuitant le Parlement via les réunions intercabinets, en vidant la fonction publique de son expertise au profit d'un complexe de consultants privés, puis en étouffant l'espace critique sous un duopole médiatique, on a carrément privatisé l'État belge. Le citoyen est relégué au rang de figurant, selon vous. Oui, il est maintenu dans une illusion de participation, forcé de financer une machine qui l'exclut des vraies décisions. C'est une opposition fondamentale sur les mécanismes mêmes du pouvoir. Mais, à travers toutes les données que nous avons explorées aujourd'hui, de l'enflure des cabinets à la facture faramineuse des consultants, on s'entend clairement sur une chose. Laquelle? La machine institutionnelle belge a atteint un point de saturation critique. Le mot est juste. La saturation. Le statu quo politique et budgétaire n'est tout simplement plus tenable. Ce n'est pas juste une question d'inefficacité administrative, c'est une perte de confiance viscérale de la population. Et les classements internationaux le montrent? Les chiffres le prouvent, oui. La chute de la Belgique a un score de 69 sur 100 à l'indice de perception de la corruption de Transparency International. C'est pas un accident. C'est le symptôme d'une fracture systémique. Exactement. Et c'est là que cette réflexion dépasse largement les frontières de la Belgique. Ça vient nous chercher directement, nous aussi, en Amérique du Nord. L'expérience belge nous pose la question ultime pour toutes nos démocraties occidentales. Jusqu'où on peut aller, au fond? C'est ça. Jusqu'à quel point peut-on sous-traiter l'intelligence de l'État au marché privé et confiner le pouvoir législatif dans les arrière-boutiques des partis avant de briser de façon irréversible le contrat social avec la population? La réponse à cette question-là déterminera sans doute les survies de nos propres institutions dans les décennies à venir. Une réflexion qui s'impose. C'était The Debate. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine!